Hey, coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle semaine de Vlogmas qui démarre donc en ce lundi 13 décembre. On est déjà à la moitié des Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien après un week-end un peu chargé. Mais un dimanche après-midi pépouze, j'ai fait vraiment un gros dimanche après-midi lecture. Je vais vous montrer d'ailleurs toutes les avancées de mes lectures. Mais avant de parler de tout ça, nous allons faire nos petites séquences habituelles des Vlogmas. Donc, niveau café, on est sur du bon. J'aime bien parce que je ne connais vraiment... Je me rends compte qu'en fait, Dolce Gusto, ils ont 3 milliards de goûts parce que depuis que je l'ai commencé, je crois que sur les 13 pastilles, il n'y en avait que 4 ou 5 que je connaissais déjà, donc c'est génial. Celui-là, par exemple, je n'avais jamais goûté, le Ardanza Dolce Gusto, donc c'est un tout petit, vous voyez, quand c'est tout petit, là, ça veut dire que c'est un expresso. Il est un peu fort, mais pour le lundi matin, c'est plutôt pas mal pour bien te réveiller. Donc voilà, je vais le boire au fil du vlog. Et niveau chocolat Lindt, on a la petite tablette de chocolat. Alors je plaisante à chaque fois, hein. C'est pas une tablette de beurre, hein. C'est un premium chocolat, c'est du chocolat au lait. Voilà, tout bête. Mais c'est vrai qu'on dirait une petite plaquette de beurre. Donc voilà, pour les calendriers. Niveau question du jour, donc nous sommes le 13 décembre et en ce jour 13, la question de notre calendrier de l'Avent de nos lectures. Alors, quel est le livre que vous avez abandonné et que vous ne reprendrez sûrement jamais? Alors voilà, il y a des questions qui ne sont pas forcément ciblées sur 2021. Ça peut être voilà, une lecture que vous avez abandonnée il y a 3 jours, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 30 ans. Mais voilà, ça vous a tellement pas plu que vous l'avez abandonné et que vous ne le reprendrez sûrement jamais. Alors j'ai bien mis sûrement parce qu'on n'est jamais à l'abri. Alors, j'ai pas réfléchi à la question. Je me suis souvenu, moi, qu'il y avait une question là il y a 5 minutes. Donc, moi, il y en a pas mal hein, que j'ai abandonné et que je pense ne reprendrai jamais. Mais là, voilà, sous la main, celui que j'avais, c'était une LC que j'avais fait avec 2 copines Instagrammeuses, Jess et Maud. On était partis à l'assaut de Anna Karenine de Tolstoï. Et moi, ça l'avait pas fait. Alors en plus, je sais qu'avec les 2 copines de LC, ça l'avait fait aussi moyen. Ça m'avait pas forcément beaucoup aidé en plus. J'étais allée assez loin quand même. Dans mes souvenirs, je crois que j'étais partie à la page 200. Mais ça collait pas. Ça collait pas. Alors, au départ, j'avais été très agréablement surprise par l'accessibilité de l'écriture. Ça fait toujours peur. Tolstoï, Dostoïevski, ces écriteurs russes comme ça, de la littérature classique, ça fait toujours peur. Là, j'avais été plutôt agréablement surprise, même si, voilà, très vite on comprend qu'on ne sera pas forcément dans l'action à gogo, qu'il y aura beaucoup de descriptions, d'introspection, etc. Là, le problème, c'est que moi, j'ai pas capté le personnage d'Anna Karenine qui arrive tard. En plus, je l'ai pas forcément beaucoup vu, mais le peu que j'ai vu là, sur les 200 pages, j'ai pas se matché avec les personnages. J'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas... Bizarrement, j'ai rien ressenti, alors que je pense qu'avec Tolstoï, t'es censé ressentir des trucs, je sais pas. Alors, oui, 200 pages sur 1000, c'était évidemment pas assez. Alors, j'ai mis sûrement, on ne sait jamais ce que la vie nous... La preuve, je l'ai gardé. Si je l'ai gardé, c'est que, voilà, je tiens en tête le sûrement jamais. C'est pas définitivement jamais, mais c'est pas demain la veille. Voilà, je vais être honnête, c'est pas demain la veille. Ça, c'est le genre de truc, il faut que j'attende au moins encore bien 10 ans peut-être pour le retenter. Mais ce sera vraiment pas tout de suite. Donc, n'hésitez pas, vous, à nous dire quel est le bouquin que vous avez abandonné et que, ben voilà, vous pensez sûrement jamais le reprendre. Alors, normalement, là, on montre les réceptions. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ben, forcément, le week-end, on en a quand même un peu moins que la semaine. Et de toute manière, je vous l'ai dit en début des vlogmas, hein, d'ordre général, en mois de décembre, il y a quand même nettement moins de réceptions que, que le reste de l'année. Par contre, voilà, les achats perso vont commencer à venir. Alors, niveau point lecture, je vous ai dit donc hier, j'ai pas mal lu. Honnêtement, j'ai lu de 14h à 19h
Et de 20h30 à 22h30. Oui, à 22h30, on s'est couché. Papy et mamie étaient trop crevés de leur week-end. Donc à 22h30, on s'est couché. Bon, du coup, ce matin, à 6h, on avait les yeux comme ça. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai vachement bien avancé dans ma lecture des chroniques du pays des mers. Puisque, voilà, j'ai quand même bien avancé. Je suis à pratiquement, voilà, 520, 760, à un peu plus de 200 pages de la fin. Et malheureusement, je dois dire que ce roman, je l'aime de moins en moins. Euh, il aurait pu être beaucoup plus écourté. L'autrice se disperse. L'autrice, au plus, elle introduit des personnages. Au moins, elle en met dedans de la densité. Euh, je sais pas. On stagne en plus dans les thématiques. Je sais pas. Je suis de moins en moins enjaillée par ce roman. Alors, peut-être, on me l'avait plus ou moins dit, hein, c'est très bon, les 200 premières et 200 dernières pages. Effectivement, au milieu, il y a un grand, pas vide, mais un grand moment un peu trop calme. C'est un peu trop, beaucoup trop calme. Mais voilà, j'arrive aux 200 dernières. J'espère que ça va bien se finaliser. On verra. Celui-là, c'est sûr. Voilà, j'ai rien de prévu aujourd'hui à part aller chercher Emma à la gare. Mais bon, j'en ai pour 1 heure aller-retour, ça va. Donc voilà, mon goal du jour, c'est terminer celui-là. Voilà. Parce que du coup, j'ai repris dans l'optique après le Pays des Mers. Je vais reprendre le bal des Louves. Du coup, je l'ai repris. Je suis arrivée chapitre 10. Voilà. C'est pile poil page 200. Voilà. Page 200. Donc je reprends. Ça se passe bien aussi avec celui-là. Euh, Pareil, ce sera pas une clacasse. Ce sera pas dans mes souvenirs, ça n'avait pas été une classe, mais c'est vraiment très divertissant. C'est vraiment de l'historique très attractif, très divertissant. Et voilà, tranquillou, on continue. Et j'ai commencé donc enfin ce thriller, Amélie de Lima, Juillet Noir. Je suis page 57. Donc le goal du jour, qui est, je pense, largement faisable parce que celui-là, il est plutôt court, hein. On est sur du 260 pages, il m'en reste 200. C'est terminer les 200 de celui-là et terminer les 200 de celui-là. 400 pages pour moi sur une grosse journée, c'est faisable. Et d'ailleurs, je vous annonce aussi que vous êtes très nombreux. Je peux enlever d'ailleurs le cadre de la question. Vous êtes très nombreux. Vous êtes quelques-uns à me poser souvent la question, Sève, comment tu t'organises la journée pour lire? Quel est ton rythme de lecture? Et ça serait bien, pourquoi pas, que tu nous montres une journée de lecture. Et j'ai décidé, lors d'un vlogmas, je vous ferai toute une journée de lecture en ma compagnie. Je pense que ce sera peut-être jeudi. Voilà, jeudi prochain. C'est un des jours où je sais que de 8h du matin à 17h, on est seul avec David. Bon, là, on aura Emma, mais Emma, je ne le compte pas maintenant. Elle est grande, elle se débrouille. Voilà. On est seul donc de 8h30 à 17h. Donc je sais que là, je vais faire un gros panel de lecture, plus le soir. Et donc du coup, vendredi, le vlogmas de vendredi, ça sera vous passez la journée de jeudi lecture avec moi. Et voilà, à chaque fois que je prendrai mon livre pour lire, je prendrai mon téléphone et je vous dis voilà, il est 9h, j'attaque machin, j'en ai lu tant de pages et après je vous reprends. Et tout au long d'une journée, je vous montrerai parce qu'il y en a certains qui me disent ouais, Sèvres, je ne comprends pas comment tu arrives à lire 600 pages dans une journée. Et ben là, voilà, vous le verrez. Alors, ce ne sera pas tous les jours comme les jeudis, hein, mais voilà. Puis je vous réexpliquerai que moi, je ne travaille pas, qu'avec David, on est seul. David, quand il bosse sur le PC, moi, j'adore être à côté de lui à lire. Donc voilà, vous verrez tout ça jeudi, mais vous, ce sera donc du coup le vlogmas de vendredi. Donc voilà, niveau lecture. Et n'oubliez pas aussi, pour rappel, ce soir, on va lire ensemble les 3 premiers chapitres de 1Q84 de Haruki Murakami ce soir pendant le Read With Me sur Twitch. Allez, nous partons donc pour la thématique du jour. Et là, vous vous dites, il y a un problème. Donc, depuis le début des vlogmas, je vous ai dit, pour alimenter certains vlogmas, j'ai eu l'idée, avec quelqu'un qui m'a soufflé l'idée, donc de reprendre mes vieux carnets de lecture et de vous faire à chaque fois un bilan de l'année. Je pense énormément à ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne. D'ailleurs, merci à ceux qui viennent me voir en commentaire en me disant « Sèvres, moi je t'ai découvert
là, quand tu as recréé ta chaîne. Il y en a qui m'ont même découvert au début des Vlogmas. Et du coup, ils trouvent ça super que je fasse une espèce de grosse récap à chaque fois en vous montrant mes carnets de lecture. Donc, je vous ai montré mes lectures de 2015 et de 2016. Et là, on voit 2018. Il y a une couille dans le potage, je sais pas. J'ai zappé 2017. Me demandez pas pourquoi. Je m'en suis aperçue à la toute fin où j'avais préparé toutes les couves de 2018. Ben, j'ai dit tant pis. On va faire une faille spatio-temporelle. On va passer du carnet 2016 à 2018. Alors, ce qu'on va faire, là, je vous fais le 18. Je vous ferai le 19, le 20. Je ferai pas le 21 parce que vous avez eu le bilan de la vidéo de Noël de 21. Donc, je vous fais la 18. Dans 2-3 jours, on fera le 19 et puis le 20, et puis on terminera avec le 17, on reviendra dessus. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler de mes meilleures lectures de 2018. Autant vous dire immédiatement, l'année 2018 a été exceptionnelle d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. Depuis que je suis vlogueuse, donc depuis fin 2014, début 2015, ça a été vraiment le millésime. C'est d'abord l'année où j'ai le plus lu, puisque vous pouvez le voir, en cette année 2018, j'avais lu 223, et je précise bien 223 romans. Je ne mets pas là-dedans, les mangas, je ne lis pas, mais je ne mets pas les BD et les livres de moins de 100 pages. Voilà, je mets vraiment là-dedans les vrais romans. Donc, j'avais lu en cette année 2018 223 romans et j'avais eu une multitude de découvertes clacasses incroyables. Voilà, c'était vraiment une année exceptionnelle. J'arrivais bien, ils étaient bien à l'époque, mes petits. Vous voyez, je mettais des étoiles, je mettais des cœurs. C'était encore plutôt pas mal à l'époque. Ça m'a bien aidé là pour vous rechercher donc tous les coups de cœur que j'avais eus. Cette année-là, j'ai vu beaucoup le mot slip. Ça avait été un millésime exceptionnel 2018. Vraiment, j'espère que je retrouverai une année comme ça. C'était génial. Donc, on y va. Je vous ai fait un petit panel de mes meilleures lectures. Et je me souviens, j'avais commencé l'année en lisant je vais y arriver, cette pépite. À la base, plutôt classée jeunesse, donc quelques minutes après minuit, de Patrick Ness, qui avait été une surprise incommensurable. Je me souviens que c'est la première fois. Je commençais, du coup on le sait, j'ai commencé Insta en 2018. Je commençais à faire des Insta de mes lectures et je pleurais tellement pour ce bouquin, je dis putain, on va jamais me croire que j'ai pleuré pour un livre jeunesse, que je m'étais filmée sur Insta. C'est la première fois où je m'étais filmée en train de me dire voilà, je vous le prouve, quand je dis que je chiale, que j'ai des larmes pour un bouquin, je le prouve et je m'étais filmée à la fin de quelques minutes après minuit parce que j'avais des torrents de larmes à la fin de ce bouquin qui était absolument incroyable avec toute une métaphore du monstre. Voilà, sans trop parler de l'histoire, on est avec un petit gamin, un ado, il a dans mes souvenirs 12-13 ans, c'est compliqué, ses parents sont divorcés, son père a refait sa vie très loin, à des kilomètres, il a un nouvel enfant, lui il est seul avec sa maman et sa maman a un cancer très grave, vraiment en stade presque final, et on va suivre ce bonhomme. Sa maman est en stade final. Il va commencer à avoir les visions d'un monstre, d'un arbre monstre. Donc il y a comme ça toute la métaphore du monstre, de la maladie, le cancer, le monstre. Et putain, cette fin m'avait... Parce que moi, toujours, je fais le parallèle. Parce que moi, j'ai la double peine. Je suis maman, je suis moi-même maman. J'ai des enfants. Donc, j'avais tout ce que ressent une maman par rapport à son gamin. Mais je suis aussi la fille de mes parents. Mes parents sont encore là. Voilà, que ça dure longtemps. Et donc, j'ai eu aussi la double peine d'imaginer si ça arrivait à mes parents. Et j'ai versé des torrents de larmes. Ça avait été une surprise monumentale, ce jeunesse, que je ne peux que vous recommander. Alors, ça avait été pour moi donc l'année des découvertes. Et hop, non, Jeanne Pellin, je la connaissais déjà avant. Mais alors, ce roman, je ne comprends pas qu'on n'en ait pas entendu plus parler. Il était absolument génial. La Grande Roue de Jeanne Pellin, qui est donc sortie chez Pocket depuis. Par contre, je préfère vous prévenir, à un moment donné, il va y avoir pas mal de bruit parce que David est sorti avec les 2 chiens. Donc d'un coup, il va rentrer. Ça va être Bazarland pendant 2-3 minutes, mais bon. Donc, la Grande Roue, on va être sur la thématique du pervers narcissique. Et voilà, on va suivre une jeune femme qui va tomber amoureuse
d'un homme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'était absolument incroyable. Elle en, elle en a parlé de manière à la fois subtile, mais aussi très intéressante. Je me souviens d'un suspense de ouf, d'un twist incroyable à la fin, et vraiment une lecture très très chouette que je vous recommande très fortement. Du grand roman noir domestique sur les violences conjugales qui est absolument sublime. Wendy Walker, que donc j'avais découvert avec, je me rappelle plus son précédent c'était quoi, et justement là aussi on va être dans la thématique du pervers narcissique mais au féminin, et dans Emma dans la nuit de Wendy Walker on va découvrir donc une maman qui a ce caractère pervers narcissique sur ses filles, et voilà, elles vont disparaître, les filles vont disparaître, etc., etc. C'était, j'ai peur, c'était absolument, ou c'est rien, c'est David qui ouvre la porte. C'était absolument sublime. Donc, on va attendre qu'il passe. Comme ça, on sera tranquille après. Je vais en profiter pour manger mon chocolat, tiens. Donc, ma petite plaquette de beurre. Donc, je le prouve, ce n'est pas du beurre. C'est bien un chocolat. Elle est où, Shadow? Elle est où, Shadow? Oh, maman, elle est où, ma Shadow? C'est là, regarde, ils veulent te voir. C'est Shadow. C'est Shadounette. Elle a les papates toutes mouillées. Ah oui, maman, elle mange un chocolat, elle sent bon, maman. C'est Shadow. Attends, papa, il enlève le harnais. Coucou, Shadow. Oui, trop belle. Enfin, elle veut descendre. Elle a vu. T'étais là. Ça va, Shadow? T'as promené avec papa? C'est bien, mon cœur, on voit ton cul en vidéo. Les gens sont contents. Oh, ça va faire de la YouTube monnaie. Donc voilà, on continue. Je mange mon petit chocolat. Oh, le saut qu'ils font. Donc on continue cette année 2018. La coupure, Fiona Barton. Je vous en ai aussi parlé. Alors, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos avec serial killer, etc. Donc, je vous avais parlé de la duologie de Fiona Barton. Le tome 1, La Veuve. Le tome 2, La Coupure. C'est absolument génial. Là, dans La Coupure, on est avec dans un chantier immobilier à Londres. Les ouvriers vont découvrir le petit cadavre d'un nourrisson. Et cette histoire va remettre en cause la vie de 3 femmes que l'on va suivre. C'était absolument génial. Alors, attention, Fiona Barton, c'est pas du thriller tonitruant. Prenez-le vraiment peut-être comme du roman noir par rapport, je parle surtout à la façon dont elle raconte. Il y en a qui ont trouvé des... Moi, je préfère dire le mot langueur. Mais au moins, elle prend son temps et ça crée de la densité. Et... c'était incroyable. La fin de ce roman était absolument incroyable. Ensuite, oui, je me rappelle de celui-là. J'avais été absolument très agréablement surprise. Le secret le plus sombre de Carla Buckley, c'était chez Charleston Noir. On est là avec une maman qui s'occupe vraiment de tout dans le foyer. Elle a une fille adolescente. Le papa est souvent en déplacement. Et elle a surtout aussi un fils de 12-13 ans qui est atteint de ce qu'on appelle c'est la maladie des enfants de la lune. Vous savez, ces gamins, enfin les gamins, je pense qu'il y a des adultes aussi, hein, qui sont allergiques à la lumière naturelle du soleil. Ils ne peuvent pas sortir. Et du coup, le gamin, là, il sort la nuit. Sa mère le laisse se promener la nuit quand il n'y a plus de rayons de soleil. Sauf qu'un jour, il va y avoir... je sais plus, il va assister, je suis pas sûre qu'il assiste carrément à un meurtre, mais il va assister à quelque chose et il va être mis en cause et voilà. Et je me souviens que la maladie était plutôt bien représentée dans ce roman. Il y avait du gros thriller domestique médical. Je sais pas si ça se dit. C'était génial. J'avais vraiment, ça a été une bonne. C'était pas une clacasse monumentale, mais c'était super bien fait. Et j'avais été mais très très agréablement surprise. Il est évidemment sorti en poche depuis. Je crois que Charleston Noir poche. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Voilà, c'était bon. Elle n'en a pas sorti un autre depuis. Ça, j'ai hâte de voir son prochain. Non, t'es con, mais arrête de me faire ça. T'es chiant, David. Oui, t'es méchant. Je t'ai. T'es méchant. Oui. T'es méchant. Oui, mais t'es méchant.
Mmh, m'a fait peur. Oui, t'es content. Ah oui. Alors, attention, ils sont tous les deux sur mon fauteuil de lecture. Ça va charcler là-haut. Ah ouais. Non, ça va. Et ça fait. Donc, dans Ceux qui te mentent, on est avec une jeune femme qui est... Par contre, David, faut que je finisse ma vidéo, s'il te plaît. Donc, je sais pas, va là-bas ou... Mais non, je vais faire Ah, bah, va là-bas. Hein. Je sais que vous compétez. Amène-les là-bas et ferme la porte au pire. Donc, dans Ceux qui te mentent, on est avec une jeune femme qui est reporter de guerre. Donc là, je crois qu'elle revient d'Irak. Et elle a subi ce qu'on nomme un syndrome post-traumatique, puisqu'elle a vécu là-bas une scène absolument horrible. Et pour un peu se mettre à l'écart, oublier un peu tout, elle va s'isoler dans la maison de sa maman qui vient de décéder. Et voilà, elle décide d'aller vivre un peu reculée dans cette maison-là. Sauf que cette maison, il y a un lourd passé qui y pèse parce que je crois que c'était son petit frère. Elle avait perdu son petit frère qui était décédé d'une noyade. Et notre héroïne, elle a vraiment du mal à se remettre à la fois de son stress post-traumatique de la guerre, la mort de son frère, etc. Elle commence à prendre pas mal de médicaments et surtout le roman commence où la nuit, elle va commencer à entendre un enfant qui pleure. Voilà, c'était absolument génial, j'avais beaucoup aimé. Il y a des twists de ouf dans ce thriller, je m'en souviens. Et vraiment, je vous le recommande fortement. C'était très très bon, ça avait été vraiment une petite claque pour moi. Ensuite, ah oui, c'était bon ça, Baby Doll de Holly Overton, le livre de poche. Et dans ce roman, Holly Overton, elle a eu la bonne idée de faire un thriller avec séquestration, mais dans l'après. C'est-à-dire que le roman commence et la jeune femme qui a été séquestrée, et malheureusement, un petit peu comme dans Rome de Emma Donoghue, elle a été séquestrée pendant longtemps, pendant des années. Un enfant est né de cette séquestration. Mais le roman commence, donc c'est pas du spoil, hein, dès la page 1, le roman commence, l'agresseur fait une boulette, il oublie de bien fermer la porte, et notre femme qui est séquestrée arrive à s'échapper avec son enfant. Et voilà, elle revient à la vie, on va vite, rapidement choper oh, quoi non, elle arrive plus, elle sait pas qui c'est, je sais plus par rapport à l'homme qui l'a séquestrée. Mais elle revient dans sa ville. En plus, elle avait une sœur jumelle qui évidemment ne s'était jamais remise de la disparition de sa fille, de sa sœur jumelle. Et voilà, on va partir à la fois sur la thématique donc de comment ça se passe l'après, quand tu as été séquestré, que tu as eu un enfant, comment tu t'en remets, tous les effets collatéraux qu'il y a eu sur la famille, et surtout donc sur sa sœur jumelle. Donc on revit un peu le moment où elle a été enlevée, comment sa sœur jumelle a réagi, etc. C'était génial. Vraiment, je trouve que c'était un thriller de séquestration très original de nous montrer. On voit absolument, il n'y a aucune scène de comment elle a été séquestrée, comment il a abusé. Rien, c'est tout l'après. Je trouvais ça super original. Pareil, il est sorti en poche depuis le temps. N'hésitez pas si vous tombez dessus. 2018, ça a été ma rencontre avec cette autrice Céline Dangean que j'ai immédiatement... non, j'avais lu La fille de Cali d'abord, ça devait être en 2017, donc on le verra dans le carnet 2017. Et avec le cheptel, ça a été pour moi vraiment concrétiser la découverte et l'amour d'une autrice. J'ai adoré celui-là, ça reste mon préféré de l'autrice pour l'instant, je trouve le plus abouti. Et il est vraiment excellent. Il y a un gros jeu passé-présent. Il me semble que ça commence pendant la rafle du Veldiv. On va partir après dans les montagnes de Provence. Voilà, il y a tout un jeu comme ça. C'était absolument génial, d'une densité incroyable, des personnages très forts. Et voilà, je vous le recommande. Ah, ça c'était bon aussi. On revient sur la thématique des violences conjugales et avec Elisabeth Brundage dans Les Angles morts. J'avais surkiffé. J'avais vraiment surkiffé ce roman. Une écriture d'une densité incroyable, je cherche le mot, d'une impulsion, ça se dit pas, d'une impulsion, oui, je sais pas, très impulsif, très ciselé. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Olaf, tu la laisses. Elle a le droit de monter avec toi là-haut sur la fenêtre. Non, c'est sa fenêtre, il veut pas. Et voilà, l'histoire de ce couple qui va aménager avec leur fille dans une ancienne maison, parce qu'ils habitent à New York, ils voulaient partir à la campagne.
Sauf que le mari va oublier de dire que dans cette ancienne maison, il y avait eu vraiment un drame atroce, puisque les parents de 3 enfants s'y étaient suicidés, laissant leurs 3 gamins à l'abandon. Voilà, c'était des parents qui étaient vraiment, d'un point de vue financier, ils en voilà, banqueroute totale. Ils n'avaient pas supporté, ils s'étaient suicidés dans cette maison où le couple et leur enfant vont aménager. Donc c'était un peu compliqué et la femme va surtout chercher à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et ce que j'avais adoré dans ce roman, c'est que ce drame-là de l'ancien suicide et le jour présent où le couple aménage, il y a 1 an d'écart. J'avais jamais lu un roman avec un jeu passé-présent sur juste une année d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? C'était assez... moi, j'avais adoré. C'était incroyable ce roman noir. Je crois que ça avait été même un... Alors c'est vrai qu'après, il y a certaines sensations qu'on oublie, mais je crois que ça avait été un coup de cœur, quoi. Je crois que ça avait été vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Lou et les hommes d'Emmanuel Pirotte. Là, on repart dans de l'historique. Je crois qu'on est en 1500. Ouais, on doit être une centaine d'années après Christophe Colomb. On est avec le peuple amérindien. Et j'avais adoré parce que c'est un peu un Pocahontas à l'envers, ce roman, puisque c'est une, une- je vais trouver une anglaise, mais c'était pas les colons, ceux qui sont allés partis de l'Angleterre en Amérique, et elle va tomber amoureuse d'un Indien. Donc c'était un peu un Pocahontas à l'envers. C'était génial. Voilà, c'était vraiment sur ça, sur la rencontre de ces colons anglais avec le peuple amérindien. Et parfois, il y a eu, ça montre aussi les guerres qu'il y a eu, mais parfois il y a des histoires, de belles histoires qui sont nées de ces rencontres. Et voilà, malheureusement, ça va surtout parler de... je me souviens, il y avait des scènes d'une tristesse incroyable quand elle montre certains... Avec quoi? Ah, ça va, elle joue avec un jeu. Quand elle montre certains personnages amérindiens qui peu à peu comprennent que ça va pas trop le faire avec tous ces colons qui arrivent comme ça va être un peu compliqué et ils le comprennent petit à petit. C'était d'une tristesse incroyable, mais c'était magnifiquement beau. Je m'étais régalée à la lecture de ce roman. Une de mes grosses clacasses je vais le mettre un peu plus gros, de 2018. Vraiment la clacasse incroyable, sale boulot de Larry Brown chez Galmester. Waouh, la claque ce bouquin. Je me rappelle, je l'avais relu immédiatement, peut-être 1 mois après. On est là donc dans un hôpital des vétérans de la guerre du Vietnam. Je crois qu'on est dans les années 90, début 2000. On est début 2000 et on est avec des vétérans qui ne s'en sortiront jamais de cette guerre du Vietnam, puisque on est notamment avec un homme tronc, c'est-à-dire qu'il a perdu ses 2 jambes et ses 2 bras là-bas. C'est un peu compliqué, donc lui, il va vivre toute sa vie dans cet hôpital spécial pour les vétérans. Et un jour, dans sa chambre, va arriver un homme. Lui, il a eu la gueule fracassée parce qu'il s'était reçu, lui, une balle pendant la guerre du Vietnam qui n'est jamais ressortie. Ça a laissé des séquelles psychologiques et justement, là, il vient d'avoir un grave accident. Et du coup, comme il est aussi, lui, de la guerre du Vietnam, on le met dans la même chambre que notre homme tronc. Et ce roman, en fait, c'est pendant toute une nuit. Les 2 hommes vont se confesser. Et c'était absolument incroyable. C'était absolument incroyable. Ça nous raconte tous ces moments où je me rappelle de scènes où l'un des deux, par exemple, ce moment où, vous savez, pendant la guerre du Vietnam, pour savoir qui allait là-bas, on tirait au sort des dates de naissance. Et voilà, les jeunes, parfois, ils avaient que 18 ans. Et là, justement, le héros qui est devenu homme tronc, il nous montre comment, à 18 ans, il a entendu sa date de naissance qui est sortie. Lui, il en était plutôt content, plutôt fier. Et puis d'un coup, il se retourne et puis il voit sa mère qui est devenue blanche. Elle n'est pas contente. Elle comprend que s'il va là-bas, ça va être compliqué. Waouh, des moments vraiment comme ça forts. On nous montre l'avant, on nous montre le pendant. Je me souviens aussi de scènes très dures là-bas pendant la guerre du Vietnam. Et aussi l'après. L'après, comment ces hommes, pendant juste quelques semaines, quelques mois, ont été vus comme des héros. Mais très rapidement, ils ont commencé à peser sur le peuple américain et ils ont été de plus en plus mal vus. Et voilà, c'était une lecture, je me rappelle, assez courte, mais incroyable.
Vraiment 2 personnages marquants de waouh, ça a été vraiment la clacasse avec un autre, je l'ai revu quand j'ai fait ma liste, mais vraiment une de mes 3 clacasses de cette année 2018, c'était vraiment celui-là, incroyable. Ensuite on voit Shadow. Ensuite, donc on reste dans la thématique du peuple amérindien avec Louise Erdrich, La Rose. Donc là, on va être à... Ça montre l'histoire donc des descendants du peuple amérindien, parce que le roman se passe en 2000. Et on va assister donc à une scène de chasse. On va être sur un territoire où Amérindiens et Blancs arrivent plus ou moins à cohabiter, justement. On va suivre 2 familles voisines, une famille amérindienne, une famille blanche. Ça se passe plutôt bien jusqu'au jour où malheureusement, lors d'une partie de chasse, il va y avoir un accident et l'Amérindien va tuer le fils des Blancs. Et il y a une coutume qui veut, chez le peuple amérindien, qui veut que quand tu crées comme ça la mort de quelqu'un, tu dois le remplacer. Et donc, notre Amérindien va décider de donner son fils à cette famille, donc ce fils qui s'appelle La Rose. Donc, destin assez un peu chelou pour le pauvre petit La Rose. Et on va le suivre et du coup, ça va être prétexte à nous montrer aussi les conséquences de ce qu'il reste des petites traditions. Voilà, Louisa Erdrich, elle est très très clairement porte-drapeau de ce peuple amérindien. D'ailleurs, je crois dans son dernier, là, qui va sortir en janvier, elle repart encore dans cette thématique-là. Et voilà, c'était absolument génial. Là aussi, une écriture très marquante, très percutante. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Là, on part en Australie avec Le diable dans la peau de Paul Howard. On va aussi, là, du coup, parler des aborigènes et des colons. Et on va nous parler, il y a longtemps, il y a un siècle, hein, je crois qu'on est en 1900. On est en 1900 avec des colons blancs, une famille d'Anglais qui s'est installée là-bas. C'est très compliqué, c'est la vie de la ferme, c'est un climat très aride, hein, l'Australie, donc c'est très très compliqué. Et dans cette famille, nous on suit surtout les 2 fils. Je crois que le roman commence, ils ont 17 et 13 ans, un truc comme ça. Et un jour où ils partent pour essayer de chercher à bouffer, et je crois d'ailleurs ce jour-là, ils arrivent à choper un lièvre. Voilà, c'est la fête, ils ont chopé un lièvre. Malheureusement, quand ils reviennent à la ferme, leurs parents et leur petite sœur ont été assassinés. Et voilà, des doutes vont être mis. Est-ce que c'est le commis qui est aborigène australien, qui est coupable? Et on va partir, je me souviens qu'on va partir sur 2 types d'enquêteurs. Une police, un groupe de policiers justement formés surtout d'aborigènes qui va mener l'enquête. Et un groupe d'hommes, de propriétaires terriens blancs, enfin anglais, qui vont aussi mener l'enquête. Et c'était vraiment là aussi, voilà, Paul Howard, il profite de cette histoire pour nous parler de cette confrontation entre les aborigènes australiens. C'était leur terre à la base, qui doivent faire face à l'envahisseur un peu comme ça de ces colons blancs arrogants, hein, comme on dit. Donc voilà, j'avais surkiffé parce que nous, du coup, on va suivre un peu la destinée de ces 2 frangins. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les chemins un peu séparés qu'ils vont prendre. C'était absolument génial. J'avais eu un gros coup de cœur pour le petit frère, moi. Gros coup de cœur pour le petit frère. On continue si j'arrive à trouver ma souris. Elle est là. Alors celui-là, je passe vite. J'en ai parlé dans la vidéo des serial killers. Donc Dusk, Sébastien Boucherie du western serial killer. On est avec un tueur qui viole et tue des petites filles. Et on va suivre un groupe de 7 desperados et un shérif qui vont mener l'enquête. C'était très très bien. C'était énorme. C'était génial. Celui-là, Chimairis d'Éric Tourville, j'avais surkiffé. Il me semble que j'avais eu un slip. C'était chez Slatkin. On est avec du gros thriller un peu psychique, métaphysique, tout ce que vous voulez, métaphysique, machin. On est dans une petite ville qui est pas loin de Salem. Je me rappelle d'ailleurs, ça m'avait marqué. Où la police va découvrir un véritable charnier dans une maison. On va découvrir des corps de femmes qui étaient attachés au poignet dans une cave. Sauf que une des cellules, on va retrouver les menottes détachées, pas de corps, et la lucarne de la fenêtre, parce que tout a été brûlé. Ouais, je ne l'ai pas dit.
C'était venu d'un grand incendie, tout a été carbonisé. Sauf que là, voilà, dans la dernière cave, les menottes sont détachées et la lucarne de la fenêtre est pétée. Donc on pense qu'une des jeunes filles s'est échappée. Donc on veut mettre la main dessus parce qu'elle saurait expliquer ce qui s'est passé ici. Et ben, nous, on va suivre cette jeune fille parce que le roman commence où on apprend qu'elle s'est échappée et elle va trouver réconfort dans la caravane d'un homme. Je sais plus le passé qu'il a eu, mais il est un peu désabusé. C'est un ancien flic, je crois. Oui, je crois. Ou un ancien militaire. Qui va donc aider cette fille et il va être aidé de son meilleur ami. Et ça va plutôt l'aider parce que son meilleur ami est médecin légiste. Donc c'est lui qui va faire l'autopsie des cadavres, etc. Donc ils vont... Et on part dans un trip thriller scientifique, historico-scientifique, sociétal que je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. J'ai surkiffé, ça m'avait fait un peu penser pas mal à Stephen King parce que cette jeune fille, très rapidement, on va apprendre voilà, il va y avoir une petite touche de fantastique. C'était absolument génial. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas entendu plus parler de ce thriller. Même l'auteur, je suis pas sûre qu'on en entende encore beaucoup parler. Ce roman n'était pas sorti en poche, je comprends pas. C'était absolument génial. Bon, c'est comme ça. Moi, j'avais fait de mon mieux. Je me souviens, j'avais carrément fait une vidéo spéciale, 3 minutes pour un slip. J'avais fait, voilà, Chimaeris des Victoulville. Je pouvais pas faire plus, mais c'était absolument génial comme lecture. Bon, voilà, la découverte aussi. Non, pas la découverte. J'avais déjà lu son précédent. Mais là, le manufacturier, Mathias Coping, lecture marquante aussi de cette année. Lecture fracassante. Qui a laissé des marques. Hein. Honnêtement, moi, j'étais absolument marquée. Voilà, on va être à la fois dans une histoire de tueur qui, le roman commence où il a tué une maman et son bébé, dans une mise en scène atroce. Attention, je sors le warning. Mathias Coping, attention, c'est absolument atroce. Et à côté de ça, au début, on comprend pas trop parce qu'on suit aussi des milices dans le conflit serbo-croate avec, pareil, l'assassinat horrible de toute une famille. Seul un petit garçon va s'en sortir, mais il va subir des choses. Attention, c'est vraiment un des romans les plus durs que j'ai lus. Hein. Clairement, un des plus durs. Attention, je sors vraiment le warning. Mais c'était... je m'en souviens encore très bien. Donc voilà. On continue notre petit tour. Vous voyez, quand je vous dis que c'était une année de ouf, quoi. Une année de ouf. Juste après, je découvre Gabrielle Talente, My Absolute Darling. On en a aussi beaucoup parlé dernièrement dans ma vidéo, ces lectures hors normes qu'il faut tenter. Je vous en ai parlé, l'histoire de cette petite fille, Turtle, qui vit seule au fond des bois. Je crois que c'est en Arizona, dans mes souvenirs. Elle vit seule au fond des bois avec son père. C'est très très dysfonctionnel et comment elle s'en sort et comment... voilà, on aime ou on n'aime pas, clairement, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, mais moi je pense qu'il faut quand même tenter. C'est vraiment à tenter, moi je l'ai trouvé exceptionnel, donc putain, incroyable quoi. 2018, Adeline, Dieudonné, La Vraie Vie, La Claquage, j'en ai aussi parlé l'autre jour. Là pareil, une petite fille, 12-13 ans, dans une famille très dysfonctionnelle. Apparemment, c'était vraiment la thématique de 2018. Hein. Là aussi, elle doit s'en sortir toute seule pour sauver son petit frère. La claque dans le style, la claque dans... Adeline Dieudonné qui arrive vraiment à te montrer visuellement ce qu'elle veut que tu voyes. C'est absolument incroyable. Gros kiff, voilà, j'avais surkiffé. Mais 2018, si j'avais une machine à remonter le temps, je reviendrais en 2018, quoi. Ça a été tout simplement l'année où j'ai lu mon chef-d'œuvre ultime, avec La Route de McCarthy, mais voilà, derrière les panneaux, il y a des hommes, je n'ai pas réinsisté. Quand je vous l'ai dit que ça sera l'occasion de vous en parler à chacune des vidéos, lisez ce livre, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous m'appréciez un minimum et que vous voulez me faire plaisir, tentez Joséphine Cardona. Derrière les panneaux, il y a des hommes. Je répète, sur Amazon, vous avez les 5 premiers pourcents de ce roman. Profitez-en, n'hésitez pas. Au moins, vous comprendrez peut-être le style. Et je vais le relire, là c'est sûr. 2022 sera la relecture de ce chef-d'œuvre du roman noir.
Ça, c'était bien aussi. Jack de Brian Reardon chez Gallimard. J'avais surkiffé. C'était très original. On est dans une famille classique américaine. Classique, non, pas vraiment, puisque c'est le papa qui est père au foyer. Lui, il kiffe ça, faire la cuisine, le ménage, s'occuper donc de ses deux enfants qui sont dans le lycée. Le grand étant, grosso modo, si on transfuse par rapport à France, en France, le grand est en terminale et la fille est en seconde. Voilà, on va dire comme ça. Et le roman commence alors que la maman travaille, donc le papa il est à la maison, il fait la popote, il écoute à la radio un massacre, un mass murder vient d'avoir lieu dans le lycée de ses enfants. Et rapidement, le papa apprend que celui qui a fait ça, c'est le meilleur ami de son fils, qui a fait une rafale dans sa classe, il a tué des élèves, des profs, et il s'est ensuite suicidé. Sauf que le problème, Jack, son fils, a disparu. On ne le retrouve pas. Et donc, on va être avec ce papa qui va partir aussi comme ça dans des flashbacks sur la naissance de ses enfants. C'est un énorme roman sur la filiation incroyable. J'ai aussi beaucoup pleuré dans ce roman parce que je me suis aussi retrouvée. Il parle de ce fameux moment où tu poses les yeux la première fois sur ton enfant. Comment, quand c'est ton deuxième, c'est différent. C'est aussi fort, mais différent. C'était incroyable. Il a tout compris. Il a tout compris à ces liens de maternité, paternité et de filiation. Et je ne peux que vous conseiller la lecture de ce roman. C'était incroyable. Mon Dieu, cette fin. Cette fin. Bon, voilà. Lisez-le, honnêtement. Ça a été aussi une énorme claque. Et je suis déçue parce que j'avais lu celui qu'il avait fait après, qui avait été une grosse déception. Très, très grosse déception. Donc, on verra. Le prochain, peut-être. Tiens, j'avais enfin lu Jodi Picoult en cette année 2018 avec 1000 petits riens que j'avais beaucoup aimé. Je me rappelle, c'était fort aussi là. On est avec une noire américaine qui travaille dans une maternité. Elle est sage-femme. C'est la seule noire américaine de son équipe de sage-femmes. Et le roman commence où on va suivre des parents, donc ils vont devenir parents, la dame est enceinte, sauf que ce couple-là, ce sont des suprémacistes blancs, hein, voilà, Ku Klux Klan à fond, hein, et ils ne veulent pas que cette sage-femme noire s'occupe de la maman, puis ensuite du bébé. Sauf que, une fois que le bébé est là, il faut s'en occuper. Et un soir, notre sage-femme noire est seule là, donc tant pis, elle va s'occuper du bébé parce que ses supérieurs ont suivi plutôt le couple de blancs et ils ont fait comprendre à la sage-femme noire que ça serait bien qu'elle s'approche pas trop d'eux. Mais là, le problème, c'est que ce soir-là, elle est toute seule. Le bébé a un problème, il est en détresse respiratoire. Et malgré tous les soins qu'elle peut, le bébé va mourir. Et évidemment, pour les parents, c'est sa faute. Ça va être sa faute à elle. Il va y avoir un procès de cette infirmière noire qui va donc être accusée d'avoir tué ce bébé. Et c'était incroyable aussi. J'avais aussi beaucoup aimé la fin. La fin était d'un cynisme absolument jouissif, incroyable. J'avais bien aimé, franchement. Un chouïa long, je me rappelle, il était gros. Je me rappelle, c'était un gros acte sud hyper épais, peut-être un chouïa long, mais c'était vraiment très très bon. Moi, ça avait été vraiment la rencontre très 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 positive avec Jodi Picoult, que j'ai pas relu depuis. Tiens, si vous aimez Jodi Picoult, vous en avez lu pas mal, hormis celui-ci, si vous en avez un qui vous avait bien botté, je suis bien preneuse de vos titres. Ça, c'était bien aussi. C'était du thriller finlandais. C'était génial. Je me demande si c'était pas un slip. Si vulnérable de Simo Ultinen. On est là, donc en Finlande. Déjà, bim, on te plante un personnage central incroyable. Je vous le dis souvent, moi j'aime bien quand on nous propose comme ça un personnage atypique. Donc là, il est handicapé puisqu'il est sourd, vraiment sourd, profond. Il a d'ailleurs des appareils auditifs. Donc voilà, le roman commence, il se lève, il met ses deux appareils auditifs. Donc, je dis ok, j'aimais bien. Voilà, j'aimais bien. On nous propose un enquêteur. Enfin, à la base, il est journaliste. Et il va mener l'enquête parce que on va retrouver une famille qui a été massacrée. Et très rapidement, on va comprendre que c'est le père qui a massacré toute sa famille, donc sa femme et ses deux filles, et qui s'est ensuite suicidé. Mais en menant l'affaire, notre journaliste va se rendre compte que c'est pas le premier suicide collectif
de famille qu'il y a eu ces quelques dernières années. Et en menant l'enquête, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un tueur en série qui tue des familles et qui le maquille en suicide. C'est pas du spoil, on l'apprend très rapidement. Et donc, du coup, on veut mettre la main sur ce tueur. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il maquille ça en suicide? On va aussi beaucoup revenir sur le passé de notre héros. Avec un père, voilà, il avait subi vraiment des violences familiales très fortes. D'ailleurs, je me souviens, comme si c'était hier, de cette scène où on apprend comment il est devenu sourd et ce que son père lui a fait subir pour qu'il devienne sourd. Waouh, c'était vraiment un très très bon thriller finlandais incroyable qui flirte comme ça avec le roman noir sociétal. Attention, comme dans tous les thrillers nordiques, on insiste pas mal, je me souviens, sur le système journalistico-politico de la Finlande, mais c'était bien, il y avait d'ailleurs ce côté un peu Millennium, hein. Dès que tu mets thriller nordique, journaliste, moi je pense à Millennium, c'était incroyable ce roman. Est-ce qu'il en a sorti d'autres depuis Simo Iltunen? Faut que je me renseigne, mais c'était absolument génial. Bon, Jérémy Feld, je vais passer aussi très vite. Il était en live, vous avez sa vidéo du live sur la chaîne. On a pas mal parlé d'Elena, donc allez-y. Moi, ça continue à être découverte incroyable. Celui-là aussi, je vous en ai parlé dans le top des serial killers. Le collectionneur de Fiona Cummings. C'était ma découverte de l'autrice, incroyable. Voilà, du très très bon serial killer anglais. Là, on est avec un homme qui collectionne, il veut faire une collection d'os humain qui a des défauts et pour ça il va devoir enlever surtout des enfants. Je me souviens, il va enlever une fille qui a la maladie des os de verre, un garçon qui souffre de macrocéphalie, c'est ça, il a des doigts macro. Il va aussi vouloir une fille qui a ce qu'on appelle les pinces de crabe, elle a les doigts figés comme ça. Et donc elle est comme ça. Et lui, il veut absolument... lui, pour avoir les doigts, malheureusement, il faut qu'il tue et qu'il désosse. Voilà, donc on veut l'attraper. Le roman commence d'ailleurs où il enlève cette fille, je crois. Donc voilà, c'était vraiment très très bon. On va finir un peu avec d'humour. Je crois que c'est un des derniers. Je n'ai, je crois, jamais autant ri en lisant un thriller. C'est pas du tout du thriller. En lisant un roman que la lecture de Jeune fille modèle de Grace Lee. Qu'est-ce que j'ai pu rire! Parce que là, on est plus ou moins avec une autobiographie donc de Grace Lee. Donc là, l'héroïne s'appelle Chichi. Chichi, donc, elle est ce qu'on appelle, sa maman l'appelle t'es qu'une banane. C'est une banane parce sa mère a dit ouais, t'es jaune à l'extérieur, mais t'es blanche à l'intérieur. Ouais, Chichi, elle habite à Paris. Alors oui, ses parents sont d'origine cambodgienne. D'ailleurs, sa maman, elle tient de mère en fille un restaurant chinois, mais des Chinois du Cambodge. Et c'est un peu compliqué pour Chichi parce qu'elle, elle aimerait bien, alors elle renie pas ses racines orientales, mais elle aimerait bien vivre aussi à l'occidental, d'où le terme de banane pour sa maman. Et l'autrice, elle en parle, ça a un nom, ça, quand tu parles d'une chose que tu as vraiment vécue. Du one voice? Non. Du voice, les copines, elles en parlent tout le temps. Je sais plus, voice quelque chose. Bref, c'est presque autobiographique. Elle parle vraiment de sa vie, de ce qu'elle a vécu, donc elle peut se permettre d'en parler avec un second, un troisième degré, avec un cynisme et un humour incroyable, mais attention, avec un côté aussi assez grave, puisque en faisant des recherches, elle va se rendre compte qu'il y a toute une histoire autour des Khmers rouges dans sa famille à elle, et on va partir comme ça sur ce passé de l'histoire des Khmers rouges au Cambodge. Et waouh, c'était assez fort aussi. Putain, c'était très bon, c'était génial. Mais qu'est-ce que j'ai ri! Je me suis pris des tranches de rire avec ce roman. D'autant que Chichi, donc voilà, asiatique, son meilleur ami, il va être musulman. Donc imaginez aussi, c'était génial. C'était incroyable. J'avais adoré ce roman. Je vous le voilà, il est sorti aussi chez Livre de Poche depuis. C'est marrant, ils l'ont mis en jeunesse, Livre de Poche jeunesse. Non, je l'aurais pas mis là. Et pour cette année, je vous ai fait un petit spoil, vous l'avez vu, pour cette année incroyable de 2018, je l'avais terminé avec ce chef-d'œuvre du thriller roman noir, mais un slip incommensurable pour les marécages de Joe R. Landale. Voilà, slip énormissime. On est dans les années 30, on est, je crois, en Louisiane, Mississippi, voilà, Ku Klux Klan à fond, mais grave à fond. Ils sont encore très très présents. Et nous, on va suivre un shérif blanc
de cette petite ville qui fait de son mieux pour essayer que noir et blanc vivent plus ou moins en bons termes. Et on va surtout suivre son fils qui a une dizaine d'années, qui est en adoration devant son papa. Et son fils, lui, son kiff, c'est de se balader dans le bayou, dans les marécages. Mais un jour, son fils va découvrir le cadavre d'une jeune noire américaine qui a été torturée, massacrée et violée. Et le problème, c'est que ça va être la première d'une liste comme ça. Et donc, on va suivre ce papa qui veut absolument mettre la main, parce que les autorités s'en foutent un peu. Hein. Ouais, c'est des Noirs, bon, on s'en fout. 1930, Mississippi. Hein. Et ce papa, non, lui, il veut découvrir qui fait ça et plus ou moins aider avec son gamin. Ils vont mener l'enquête. C'est absolument incroyable. Il est pareil, si vous avez un chouïa d'estime, d'amour, d'amitié, je ne sais pas, un truc pour moi, s'il vous plaît, tentez les marécages de Joël Landal, honnêtement. Il y a tout, tout, tout. C'est vraiment là, quand je l'ai fermé, j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir lu le roman parfait. Il y avait juste, ben oui, il faut toujours trouver quelque chose, il y avait juste peut-être une petite pointe de longueur, parce qu'à un moment donné, le papa, il va partir dans d'autres petites villes où il y a des communautés noires et donc on va nous parler un peu plus de personnes qu'on sait qu'on ne reverra pas après dans l'histoire. Et je me souviens de 2-3 moments un peu longs comme ça, mais c'était sublime, aussi bien sur toute la thématique de la ségrégation, mais aussi, pareil, moi. Mais de toute façon, c'est simple si vous me suivez, dans tous mes slips, il y a cette thématique de l'affiliation. Il y a cette thématique de l'héritage, mais pas que l'héritage, voilà, l'héritage vraiment émotionnel qu'on peut donner à ses enfants. L'héritage évidemment de l'amour, mais l'héritage vraiment émotionnel qu'on peut refiler à ses enfants et le regard des enfants sur les parents. Et c'était incroyable. Voilà, si vous m'aimez un petit peu, lisez Les Marécages de Jolandal. Et voilà, on en revient au début. Donc voilà pour ce tour de mes coups de cœur, mes clacasses de 2018. J'espère que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains, si vous les avez lus. Sur ce, je vais vous laisser. Juste pour rappel, n'oubliez pas qu'un concours jeunesse est en cours sur le groupe Facebook Il est bien ce livre ou sur mon Instagram. Je crois que le tirage au sort est dans 2 jours. Donc, n'hésitez pas à jouer. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, n'oubliez pas, ce soir, il y a un Read With Me sur Twitch, ma chaîne Twitch. Hein, je vous mets à chaque fois le lien de la chaîne. Et on lira ça ensemble. Voilà, on va s'attaquer à ça. Je voulais aussi remercier certains d'entre vous. Je commence à recevoir quelques petits paquets de petits coquins qui vont piocher sur ma wishlist de Noël. Je garde tout de côté et je pense qu'on les ouvrira ensemble. Je ferai peut-être un vlogmas le 25, peut-être pas le 25, mais je pourrais faire un vlogmas le 25 au soir ou le 26 au matin. Ou alors, mes cadeaux perso que je vais avoir à la famille, etc., seront ouverts en famille. Mais peut-être ces petits paquets que vous m'envoyez de la wishlist, peut-être les ouvrir ensemble. Je trouvais ça plutôt bien. Donc voilà, merci déjà à tous ceux qui ont eu ce petit geste bien sympathique. Et voilà, je les mets de côté, on les ouvrira ensemble. Ça pourrait être d'ailleurs la thématique d'un des vlogmas. Voilà, ça occupera déjà un vlogmas. Sur ce, je vous laisse et donc on se retrouve demain matin, peut-être un peu plus à l'avance, mais en tout cas demain matin pour le prochain vlogmas. Je vous souhaite un excellent lundi, bon courage hein, pour le taf, blablabla, comme d'habitude tous les lundis. Bon courage, bonne journée et à demain. Bye bye.